En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Bonsoir à tous, une émission spéciale de l'heure du crime ce soir à l'occasion de la publication du livre de la journaliste Patricia Touranchot, Le Magot, où elle raconte en détail comment le tueur en série Michel Fourniret a assassiné l'épouse d'un ancien codétenu pour s'emparer du trésor du fameux gang des postiches. Farida Hamish a été pendant 30 ans une victime oubliée de l'affaire Fourniret, assassinée en avril 1988 avec la complicité active de Monique Olivier. On n'a jamais retrouvé son corps. On pouvait espérer en apprendre un peu plus au cours du procès de novembre dernier, qui s'est terminé par une nouvelle condamnation à perpétuité pour Michel Fourniret et par 25 ans de réclusion pour Monique Olivier, mais on n'en sait toujours pas plus. Patricia Touranchot, qui avait révélé en juillet 2004 à la une de Libération que Michel Fourniret avait pu s'acheter un château dans les Ardennes avec le butin du gang des postiches, va nous raconter ce soir que derrière ce fait divers sordide, il y avait aussi une vraie et belle histoire d'amour entre Farida et Jean-Pierre Helgouarch, un voyou braqueur de banque, encore inconsolable aujourd'hui d'avoir provoqué la mortelle rencontre entre sa jeune épouse et le couple de prédateurs diaboliques dont la liste des victimes continue d'ailleurs encore à s'allonger chaque année. On se retrouve dans un petit instant. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette heure du crime spéciale Patricia Touranchot, disons-le tout de suite, bonjour. Merci. L'émission a été préparée comme chaque jour par Justine Vignot avec Émilien Vinet, c'est Romain Vacossin que vous connaissez également qui est à la réalisation technique de cette émission, Patricia Touranchot. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour parler d'affaires criminelles parce que, oui, alors le mot plaisir évidemment est un peu compliqué. Mais c'est parce qu'avec vous, on pénètre souvent dans les coulisses de grandes enquêtes criminelles. Et là, on va reparler de Michel Fourniret, de Monique Olivier et du trésor du gang des postiches, mais on va aussi et surtout parler de celle qu'on pourrait considérer comme, en tout cas pendant 30 ans, elle a été une victime oubliée du couple Fourniret-Monique Olivier. Il s'agit de Farida Hamish, qui était la femme, l'épouse d'un voyou braqueur de banque, qui est aujourd'hui encore inconsolable d'avoir finalement organisé une rencontre qui s'est avérée être mortelle pour cette jeune femme. Quoi. Ouais. Jean-Pierre Helgouarch culpabilise énormément d'avoir envoyé sa femme adorée dans un piège, en fait. Il l'a envoyé à Michel Fourniret juste pour déterrer un stock d'or dans un cimetière, sans savoir bien évidemment que ça allait la conduire à la mort, quoi. Voilà, victime oubliée, 30 ans. Il faut préciser que Farida Hamish est en fait la deuxième victime du couple Fourniret-Olivier. Elle a été assassinée en avril 1988, oui. Tout de suite après le meurtre d'Isabelle Laville qui l'avait précédé. On va revenir sur tout cela ensemble, mais d'abord je voudrais qu'on entende un document RTL évidemment qui salue la révélation que vous aviez faite dès 2004. Oui. À la une du journal Libération, vous révéliez que Michel Fourniret avait pu s'acheter un château dans les Ardennes parce qu'il avait dépossédé finalement le gang des postiches du butin de ses multiples braquages. On y revient tout de suite ensemble, mais on écoute d'abord ce que disait ce jour-là le journaliste Jérôme Florin sur RTL.
À Fleury-Mérogis, Jean-Pierre Helgouarch, condamné pour trafic de drogue, rencontre du beau monde. Michel Fourniret, tout d'abord, entre 84 et 87. Les deux hommes deviennent amis. Helgouarch se vante d'être un proche du groupe terroriste Action Directe. Quand Michel Fourniret est libéré, Helgouarch partage sa cellule avec un Italien, Gianluigi Esposito, qui ne reste pas longtemps à Fleury puisqu'il est sur le point d'être extradé en Italie. Et il demande à son copain Helgouarch de lui rendre un service, changer de place un magot qui se trouve dans un petit cimetière de la région parisienne. En échange, il lui promet une récompense. Helgouarch n'hésite pas longtemps, mais il est toujours en prison. Alors il pense à Michel Fourniret, qui est libre. Fourniret, à qui il promet 500 000 francs. Ce magot, en fait, n'appartient pas à l'Italien Esposito, mais au groupe de braqueurs surnommé le gang des Postiches. L'un des membres des Postiches est un ami d'Esposito. Et l'Italien est présent la nuit où les braqueurs enterrent leur trésor en 86, une trentaine de lingots et des milliers de pièces d'or. En 88, Michel Fourniret se rend donc dans le petit cimetière champêtre pour déterrer le magot. Mais à son copain Helgouarch, il n'en laissera pas une miette. Et c'est avec ce trésor qu'il aurait commencé à mener la grande vie, en achetant notamment le château de Sautoux dans les Ardennes. Voilà, là, on est en juillet 2004 et vous racontez dans votre livre qui paraît aujourd'hui en coédition, édition du Seuil, Les Jours, qui est le site sur Internet d'information continue auquel vous participez. Vous publiez Le Magot, c'est le titre du livre, avec ce sous-titre, Fourniret et le gang des Postiches, mortelle rencontre. Alors, il faut savoir que lorsque Jean-Pierre Helgouarch, dont on va beaucoup parler ce soir, rencontre, parce que il devient son co-détenu pour quelques semaines en fait, Michel Fourniret, celui-ci n'a pas tué. Non, a priori, quand Helgouarch et Fourniret se retrouvent dans une cellule de Fleury-Mérogis, donc en mars 84, Fourniret vient de tomber pour entre 7 et une dizaine d'agressions sexuelles de jeunes filles. Et Helgouarch, lui, est là est en prison pour braquage, escroquerie au traveler chèque, trafic d'armes, il y a plusieurs choses. Mais en fait, c'est l'administration pénitentiaire qui demande à Helgouarch, qui est un détenu chevronné, d'accueillir dans une triplée, une cellule à 3, un type, Michel Fourniret, qui vient de plonger pour la première fois à 40 ans. Et ça, l'administration pénitentiaire craint en fait que, à cet âge-là, pour la première fois en prison, ce Fourniret en fait se donne la mort ou c'est des personnes à risque. Ou soit agressé par d'autres détenus parce que le fait d'être condamné pour agression sexuelle. Non, il n'est pas condamné encore. Il arrive juste en prison en fait. Oui, mais ce qu'il y a le malentendu, le quiproquo, c'est que lui, Helgouarch ne pose pas de questions à son codétenu et l'accueille comme n'importe quel codétenu, lui offre le café, il est gentil. Et Fourniret va le balader. Jusqu'au jour où dans la cour de promenade, en fait, des braqueurs emprisonnés disent à Jean-Pierre Helgouarch: non mais tu sais avec qui tu marches là, tu sais avec qui tu te promènes? Et Helgouarch dit non. Et les autres disent mais c'est un pointeur. Un pointeur, c'est un violeur en prison. Et en général, les braqueurs les lynchent, les violeurs. Et du coup, Helgouarch est plus méfiant, mais va demander à Fourniret pourquoi il est là. Et Fourniret le balade et lui dit qu'il est là pour un attentat à la pudeur dans la région de Versailles. Il dit c'est pas juste, la vérité. un accident de parcours. Et il se garde bien de dire qu'il y a plusieurs agressions sexuelles de jeunes filles et un viol. Et en fait, du coup, Helgouarch, il prend pas la défense de Fourniret, mais il dit aux autres dans la cour, il le protège, écoutez, lui faites pas de mal parce que tant qu'il est dans ma cellule, faites rien. Helgouarch ne supporte pas qu'on dise qu'il a pu protéger Fourniret parce qu'il dit c'est pas exactement ça. En tout cas, et cette codétention se termine au bout de quelques jours et Fourniret part dans une autre cellule à Fleury-Mérogis, mais saura entretenir le lien avec ce braqueur politisé par ailleurs qui a des accointances avec le groupe armé Action Directe et que Fourniret admire. En fait, Fourniret, son rêve secret, alors qu'il est un violeur, un chasseur de vierges, c'est d'être un dur, un vrai, un braqueur, un bandit, qu'il n'est pas un bandit, voilà. Et en même temps, il a certainement vu au mur de la cellule où souvent des détenus mettent les photos de leurs proches, la photo d'une très belle jeune femme qui est l'épouse de Jean-Pierre Helgouarch et qui est Farida Amiche.
Oui, il l'a vu, et Fourniret et Helgouarch ont même parlé de leurs femmes, de leurs épouses respectives. À l'époque, Fourniret était depuis 14 ans avec sa deuxième épouse, Nicole, habitait d'ailleurs à Clairefontaine en Yvelines, et Nicole est en train de se séparer de lui, et Fourniret essaye avec Helgouarch en discutant il compare son couple à celui que forme Helgouarch avec Farida Amiche, qui a 15 ans de moins que lui, et qui est magnifique, qui est une belle personne, et Fourniret lorgne sur ces photos qui sont au-dessus du lit de Jean-Pierre Helgouarch. Et quand Fourniret va sortir le premier de prison fin 87, il ira devant la prison de Fleury-Mérogis pour approcher Farida Amiche, qui va voir son mari au parloir. Voilà, et pour lui laisser son numéro de téléphone, en disant: votre mari m'a protégé, il est formidable. Voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Malheureusement, elle va l'appeler. Vous allez nous dire dans quelles circonstances dans un instant. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Tous les jours, l'antenne est à vous dans On est fait pour s'entendre. Nous vous invitons à une conversation sur des sujets qui vous concernent, qu'il s'agisse des relations humaines, de nos forces, de nos fêlures aussi, du travail, de l'éducation, de la santé ou encore du bien-être, et vous donnons la parole en direct entre 15h et 16h sur RTL. L'heure du crime. Sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, la journaliste Patricia Touranchot, pour son livre Le Magot, qui sort aujourd'hui, coédition Le Seuil les jours, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors pour qu'on comprenne bien comment vous avez finalement démêlé des fils que même la police n'avait pas démêlés. Il faut qu'on comprenne bien qu'il y a à la fois cette rencontre dont on a parlé entre Michel Fourniret et Jean-Pierre Helgouarch à la prison de Fleury-Mérogis, mais pour moins d'un mois, je crois. Mais en tout cas, les deux hommes se connaissent, et vous l'avez dit, Fourniret va donner son numéro de téléphone à Farida Amiche, qui l'a trouvé très très jolie, certainement. Mais quel est le lien avec le gang des postiches? Alors pour mieux comprendre les postiches, évidemment, ils ont tenu la une de l'actualité pendant des années, et puis un certain nombre de membres de la bande ont été arrêtés, et leur procès a eu lieu en mars 1996, et on va entendre tout de suite un document RTL qui remonte à l'issue de ce procès. Ça se passe devant les assises de Paris, et à l'occasion de l'ouverture de ce procès en mars 1996, Xavier Beneroso revenait pour RTL sur le parcours et sur l'arrestation des membres du gang qui se trouvaient dans le box des accusés. Fausse barbe, fausse moustache, mais vrai truand. La vie de ces beaux mecs, surnom donné par les policiers aux grands voyous, est un véritable polar, violent, avec mort d'homme, prise d'otage, évasion en hélicoptère, et surtout casse à répétition, car les postiches, aux yeux de la justice, ce sont avant tout des pilleurs de banques. Crédit Lyonnais de Levallois-Perret et de Neuilly, Société Générale de Saint-Cloud, BNP de Garches, Banque Indo-Suez, avec à chaque fois des lingots d'or, des bijoux, des pièces d'or et des millions de francs dérobés. Pour les coincer, la police était allée jusqu'à installer des alarmes sismiques dans les coffres-forts. Le 14 janvier 86, après un gueuleton, le gang défonce 76 coffres-forts à coups de burin et de chalumeau dans les sous-sols du Crédit Lyonnais, rue du Docteur Blanche à Paris. L'intervention de la police tourne au désastre. L'enquêteur Vrins est tué. Une polémique naît au 36 quai des Orfèvres. Et les postiches rescapés filent en cavale. Le 13 décembre 86, le raid investit un pavillon à Hyères à coups de grenades lacrymogènes. Le gang est démantelé. Leur maison est un véritable gruyère, bourré de cash, installé derrière de fausses cloisons pour y mettre leur butin. Voilà, donc là on a toute l'histoire, et maintenant on va mieux comprendre évidemment, Patricia Touranchot, comment vous faites le lien entre tout ça, quoi. C'est-à-dire que les postiches, j'ai fait un livre sur les postiches qui est sorti en mai 2004, oui. Et en juin 2004, quand je retourne à Libération, ce gros fait divers de Michel Fourniret et Monique Olivier me tombe dessus.
Et moi, je Parce sais. Il vient d'être arrêté en Belgique. Voilà. Et puis sa femme a dénoncé quand même un certain nombre de crimes et lui-même a fait des aveux, quoi. Voilà, Monique Olivier, au bout du 121e interrogatoire par la police belge, a dénoncé Michel Fourniret, son mari, pour une dizaine de crimes, dont la plupart étant des crimes sexuels contre des petites filles, et elle dit, il y a un crime en avril 88 contre Farida Amiche qui est différent parce que c'était une adulte, et là c'est pas un crime sexuel mais c'est pour dérober un stock d'or dans un cimetière. À ce moment-là, les Fourniret, la police et la justice n'ont aucune idée de à qui appartient ce stock d'or. Ils pensent que c'est soit le butin de braquage de Jean-Pierre Helgouarch, qui ne le dit pas, soit le trésor de guerre du groupe armé Action Directe, puisque Jean-Pierre Helgouarch a des accointances avec eux. C'est la thèse qui circule. Et moi, je connais des gens d'Action Directe, je les ai vus en juillet 2004, et ils m'ont juré que jamais ils n'avaient enterré d'argent dans les cimetières. Par contre, moi, j'ai une intuition, puisque je viens de terminer ce livre sur les postiches, et donc, avant leur arrestation, dont parlait Xavier Bénéroso dans le sujet d'RTL, avant leur arrestation le 13 décembre 86 dans un pavillon à Hyères, les postiches, l'avant-veille, étaient allés un peu disséminer du butin, de l'argent, des stocks d'or, des lingots, des pièces, en différents endroits. Véritable fortune. Voilà, c'était dingue. Donc il y a une partie, à savoir à peu près 34 lingots et des milliers de pièces d'or dans des boîtes Tupperware. Les postiches, 3 membres des postiches, plus l'Italien Esposito, qui s'était évadé de la prison de Rome en compagnie du chef du cerveau du gang des postiches en novembre 86, étaient allés enterrer ce stock d'or dans un petit cimetière au fond, sur une tombe d'un monsieur qui était mort en 1922, donc une tombe désaffectée, et dans une boîte à outils, une caisse à outils métallique, ils avaient enterré ça, donc c'était à Fontenay-en-Parisis, dans le Val d'Oise. Et pourquoi là, d'ailleurs, un jour, les postiches, je leur disais, mais pourquoi là, dans ce cimetière perdu, là, au fin fond de la banlieue? Et ils m'ont dit, parce qu'on avait un avocat qui avait sa maison de campagne à côté. On s'est dit, tiens, c'est un cimetière tranquille, il n'y a même pas de cadenas sur la porte. Puis on n'oubliera pas le chemin pour y aller. Voilà. Donc, ils avaient enterré ça. Et moi, cette intuition, elle revient quand la personne d'Action Directe me dit, nous, on n'enterre pas de l'argent dans le cimetière, c'est pas du tout comme ça. Moi, cette intuition revient, et en même temps, franchement, je veux pas y croire, Jacques. Je me dis, mais tu es folle. Tu es obsédée par le gang des postiches, là, tu t'occupes de Fourniret, ça n'a rien à voir, surtout, n'en parle à personne. Et j'en parle à personne, pas même à mon copain. Et puis ça me réveille la nuit, quoi. Et je me dis, mais attends, mais vérifie ton hypothèse, quoi. Et là, vous vérifiez grâce à certains policiers que vous connaissez aussi. Ouais, alors toute seule, j'y arrivais pas, etc. Et j'ai vérifié, et c'était bien le butin. Toutes les pièces du puzzle rentrent les unes dans les autres. Voilà. En fait, et donc j'ai sorti là le scoop dans Libération. Et là, pour le Magot, j'ai tout repris, mais sous forme de feuilleton, de suspense, dans la chronologie, où tout se noue à des moments donnés. Et puis avec quand même ce personnage d'Helgouarch que je cherche à interviewer depuis 14 ans, donc depuis 2004, que je n'y parvenais pas. Et là, enfin, il m'a accordé une interview au mois de novembre dernier. Et voilà, où du coup, il m'a donné des photos de Farida, etc. Alors, on va parler de cette belle histoire d'amour dans un tout petit instant, mais d'abord, il faut préciser, pour qu'on comprenne bien comment le lien s'est fait, cet Italien dont vous parlez a été incarcéré à Fleury-Mérogis, vous l'avez vérifié, bon, vous racontez ça en détail, et il a rencontré Helgouarch. Et puis, il lui a dit, mais moi, tu vas sortir avant moi, certainement, moi, je vais être peut-être extradé en Italie, et donc, est-ce que tu peux pas me récupérer? Et alors, il se garde bien de dire qu'il s'agit du trésor des postiches, évidemment. Mais voilà, j'ai un peu d'argent planqué dans un cimetière, etc. Si tu peux faire quelque chose pour moi, tu auras ta part, évidemment. Bon. Et c'est donc à partir de là que Helgouarch se dit, mais qui je pourrais choisir, parce que lui est toujours en prison, qui je pourrais choisir pour faire le boulot? Et le boulot, finalement, c'est pas grand-chose, c'est d'aller déterrer une caisse à outils dans un cimetière. Voilà. Et il pense, à ce moment-là, il se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr
Michel Fourniret, qu'il appelle Popeye, je crois. Ouais, Popeye, avec Farida, il l'appelle comme ça, parce qu'il a des mains de jardinier. Ouais. Et il dit, c'est un bon bricoleur. Ouais. Et El Gouarch te dit, je vais quand même pas demander ce service à des voleurs qui vont me dépouiller, puisqu'évidemment... Et donc, il pense que Fourniret est quelqu'un d'inoffensif, qui est juste un travailleur manuel. Un cave, comme disent les... Voilà, un cave, qui est pas du tout dans le milieu du banditisme, et qui va faire ça très bien. Et en plus, on va lui proposer 500 000 francs à l'époque, en francs, quand même, en pièces d'or et en lingots. pour prix de son aide, qui est quand même pas mal. Et à partir de là, voilà, ça aurait pu en rester là, il aurait pu faire le boulot, prendre ses 500 000 francs, rendre l'or, etc. Bon, et puis c'est pas du tout ce qui va se passer, ça va déboucher sur une histoire terrible, évidemment, et sur un meurtre, et sur le fait qu'on n'ait jamais retrouvé le cadavre, le corps de cette femme, jusqu'à aujourd'hui, et même pendant le procès, on reparlera du procès de novembre dernier, ni Fourniret, ni Olivier n'ont donné quelque indication que ce soit. Voilà, ça c'est l'histoire criminelle, l'histoire judiciaire. Dans un petit instant, après cette pause, on va parler d'une histoire d'amour. L'heure du crime sur RTL. Patricia Tourangeau, invitée de l'heure du crime à l'occasion de la publication donc aujourd'hui de son livre Le Magot, où elle revient sur toute cette saga à la fois des postiches de Michel Fourniret, cette rencontre improbable dans une cellule de Fleury-Mérogis entre celui qui n'est pas encore devenu un tueur en série, qu'on n'appelle pas encore l'ogre des Ardennes, mais qui finalement, grâce à cette rencontre et grâce, il faut le dire aussi, au meurtre, à l'assassinat de Farida Hamish, c'est là que, c'est ce que vous révéliez en 2004 dans Libération, c'est là que Fourniret va trouver l'argent pour ne plus avoir de problème d'argent et pour s'acheter notamment un château dans les Ardennes, entre autres. Ouais, des camionnettes pour enlever les petites filles. Voilà. Et effectivement, les outils qui lui ont permis ensuite sa série criminelle. Alors, je disais, parlons d'amour, parce que pendant 30 ans, la famille de Farida Hamish a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait à son niveau pour avoir la vérité, pour savoir ce qui s'était passé, pour qu'on retrouve le corps de leurs proches. Et Jean-Pierre El Gouarch, lui aussi, est inconsolable depuis 30 ans de la disparition de sa femme. Comment ils s'étaient rencontrés ? Ils s'étaient rencontrés, en fait, Jean-Pierre El Gouarch avait été interpellé en Espagne en 67 pour 2 hold-up avec des libertaires sous Franco. Oui. Il avait été condamné à mort. Ensuite, il avait fait 11 ans, sa peine avait été transformée à la mort de Franco en 40 ans de détention. Il s'était échappé, je crois, évadé du pénitencier de Burgos au bout de 11 ans et demi de prison. Et il était revenu en France, dans le Val-de-Marne, où habitait sa mère. Et là, il a rencontré dans le Val-de-Marne Farida Hamish, qui avait 15 ans de moins que lui. Qui était infirmière, je crois. Non, elle était... travaillait au milieu hospitalier, non ? Non. Je comprends, dans une association, dans un centre aéré, un centre social, en fait, où elle était dactylo. Elle avait un bac G1 de sténo dactylo et elle bossait là-dedans et ils se rencontrent tous les deux et c'est vraiment le coup de foudre. Voilà, c'est le coup de foudre et Jean-Pierre El Gouarch dit c'était une personne. Bon, il aime bien les femmes, Jean-Pierre El Gouarch, mais là il disait avec Farida, je savais que je pouvais aller loin et que c'était vraiment une très belle personne. Donc ils étaient fous amoureux et El Gouarch donc ils se rencontrent l'été 79. Au bout de 2 mois, El Gouarch se retrouve en prison. Donc là, Farida, un petit moment, il ressort et ensuite ils vivent ensemble avec Farida à Vitry-sur-Seine. Et puis Jean-Pierre El Gouarch, début 83, replonge, donc à nouveau interpellé pour il y a un trafic d'armes, il y a un trafic d'1 kilo d'héroïne, des escroqueries au traveler check, etc. Et malheureusement, El Gouarch, qui avait toujours essayé de tenir à l'écart sa compagne Farida de ses affaires, la police arrête Farida. Ah oui, elle va faire. Elle va faire 1 mois de détention et perdre son travail, alors qu'elle y est pour rien du tout, parce que le juge d'instruction en fait est parti en vacances pendant 1 mois et donc Farida, elle est en prison. Elle perd son boulot, elle se retrouve à travailler en intérim et puis là, la détention de Jean-Pierre El Gouarch se prolonge
prolonge. Donc dure en 83, 84. Mais elle va le voir. Elle va le voir tout le temps, 3 fois par semaine. Elle s'achète à crédit une petite Fiat Uno. C'est sa sœur Nora qui va lui prêter de l'argent pour acheter la Fiat Uno, pour aller visiter Jean-Pierre. Au début à la prison de la Santé à Paris, après à Fleury-Mérogis. Et en fait, ils vont se marier tous les deux, Jean-Pierre Helgouarch et Farida, à Fleury-Mérogis. C'est le 11 janvier 85. Jean-Pierre Helgouarch dit que c'était d'une tristesse infinie parce que voilà, ils avaient 2 témoins. D'ailleurs, un des 2 témoins était l'ancien petit ami de Joël Aubron, égérie du groupe armé Action Directe. Ils se marient, mais ils n'ont pas le droit à un parloir intime. À l'époque, ça se faisait pas trop. Et après, ils voulaient avoir un enfant, Farida et Jean-Pierre Helgouarch. Et en même temps, jamais ils pouvaient avoir de parloir intime. Donc, ils ont saisi une députée. Ils ont écrit une députée. Et la réponse a été terrible. La députée leur a expliqué, pour avoir un enfant, écoutez, l'insémination artificielle, ça existe. Donc c'est un couple, voilà, et Farida s'est usée quand même à venir voir Jean-Pierre pendant 5 ans, et avant de aller avec Michel Fourniret pour déterrer ce butin dans le cimetière et de plus revenir au parloir de la prison. Voilà. Ouais, parce que là, Jean-Pierre Helgouarch donc a prévenu Farida, lui a dit puisqu'il t'a donné son numéro de téléphone, appelle-le. Va le voir. Et puis voilà, tu planqueras l'argent chez toi, quoi. En fait, oui, voilà. Bon. Et d'ailleurs, ce que Fourniret a fait, c'est-à-dire que une nuit de fin mars 88, Fourniret, Monique Olivier et Farida Amiche sont allés tous ensemble en expédition au cimetière de Fontenay en Parisis. Oui. Fourniret a été équipé évidemment, pelle, pioche. Il a fracturé un cadenas, etc. Ouais. Et il a déterré la boîte à outils avec les lingots d'or et tout. Voilà, il a fait des travaux chez Farida Amiche. Il a aménagé une cache. Pour cacher le butin. Voilà, il a eu sa part de 500 000 francs en pièces d'or. Ouais. Et puis, il est reparti chez lui avec Monique Olivier. Ouais. Et ce n'est qu'après que pendant quelques jours, quelques semaines, Fourniret commence à échafauder un plan et à se dire et à dire à Monique Olivier d'assassiner tous les deux. Voilà, il se dit pour avoir Monique tout. Olivier, hein, oui. Oui, c'est-à-dire que Fourniret dit à Monique Olivier, mais j'ai pas été assez cher payé. Il va retourner d'ailleurs avec Monique Olivier, Fourniret, et avec un détecteur de métaux dans le cimetière de Fontenay en Parisis pour voir s'il ne reste pas une cachette d'or. Et puis après, il se ravise et il décide de tendre un piège à Farida. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tout cela, ça va se savoir à partir de 2004, l'été 2004, où Monique Olivier donne aux policiers belges qui l'interrogent un certain nombre de renseignements sur les crimes. Au départ, elle dit les crimes de Michel Fourniret, mais bon, l'enquête montrera qu'elle a été largement complice dans plusieurs de ces assassinats. C'est là qu'elle parle de l'histoire Farida Amiche, et nous avions dans une émission précédente interviewé un commandant de police en retraite qui s'appelle Daniel Bourgard, qui a recueilli les aveux de Monique Olivier avec d'autres équipes de policiers, et il nous précisait dans cette émission le rôle exact qu'avait joué Monique Olivier la nuit de l'assassinat de Farida Amiche. On est environ 3 mois après la libération de Fourniret, donc là 3 mois de ménage uniquement avec Monique et Michel Fourniret. Et entre-temps, ils ont déjà tué Isabelle Laville, trucidée, et elle a déjà aidé Fourniret à avoir les moyens sexuels de violer la petite Isabelle Laville avant de la trucider. Donc elle est déjà rentrée dans la phase criminelle. Hein. Donc elle sait, elle le dit, elle nous raconte. Hein. Elle sait bien que Farida va être exécutée. Quoi. Alors comment il exécute, on le sait? Il l'a dit ou pas? Elle les voit revenir donc au véhicule. Elle nous dit, je pense qu'il l'a violée parce que ça dure longtemps. Ils montent tous les deux dans la voiture. Et elle est vivante quand elle sort. Elle est vivante. Ils reviennent à pied tous les deux. Ils montent dans la voiture. Là, ça bouge beaucoup. Elle est écartée. Elle s'est écartée du véhicule. Des fois, elle est restée pour certains meurtres, mais là, elle était écartée. Elle voit que ça remue beaucoup. Donc, il l'a tuée dans la voiture. Et là, à un moment donné, il sort du véhicule, il sort le corps de Farida, il le met dans le coffre. Là, ils reprennent la route pour rentrer sur Évry. Dans la région du Chênay, nous dira-t-il, il enterrera Farida et ils vont rentrer dans l'appartement de Farida d'Évry. Là, ils ont un coup de fatigue. Ils vont d'abord dormir.
Voilà, ils vont dormir dans le propre lit de leur qu'ils viennent victime. de tuer. Non mais c'est un truc de dingue. Monique Olivier dit qu'elle a dormi sur le canapé, mais Michel Fourniret a en tout cas dormi dans le lit de Farida parce qu'ils étaient fatigués après cet assassinat et après avoir transporté tout le magot qui était dans la cachette au-dessus des toilettes aménagées par Fourniret, il avait transbahuté dans leur propre véhicule. Voilà. Alors, après la pause, on va reparler de Jean-Pierre Helgouarch parce que à un moment, il se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il apprend la disparition subite de Farida et puis l'argent est parti. Qui a pu faire le coup ? Il soupçonne pas tout de suite Michel Fourniret, mais petit à petit quand même, il va s'apercevoir qu'il a certainement été roulé par cet ancien codétenu. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Le Magot, c'est le titre du livre de mon invité Patricia Touranchot. L'histoire de Fourniret, du gang des postiches, de la mortelle rencontre évidemment entre Michel Fourniret et Farida Amiche, qui devait, parce que c'était l'épouse de Jean-Pierre Helgouarch, aller au cimetière où était planqué le butin du gang des postiches, et puis avec l'aide donc de Michel Fourniret, récupérer le Magot, lui payer évidemment le prix de son aide, mais ça aurait dû en rester là et elle aurait conservé ce Magot chez elle, pour plus tard. C'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque du coup, comme Patricia Touranchot nous le disait il y a un petit instant, Fourniret va se dire mais pourquoi finalement ne pas prendre tout ce Magot pour moi ? Mais ça passait par évidemment la mort du témoin, et ce témoin c'était Farida Amiche. Alors ensuite, et il avait vraiment réfléchi à brouiller les pistes à la fois de la police, mais aussi brouiller les pistes pour Jean-Pierre Helgouarch, parce que il se disait, il va peut-être penser à moi, il faut absolument que je fasse tout pour que on pense que Farida Amiche était peut-être partie à l'étranger avec un amant de passage et avec l'argent. Et il avait donc volontairement abandonné la voiture de Farida Amiche qu'on va retrouver sur un parking longue durée de l'aéroport d'Orly. On se croirait dans un film. En fait, ils ont participé aux recherches, Fourniret et Monique Olivier participent aux recherches de Farida Amiche. Ils sont allés jusqu'à Bourges parce qu'ils pensaient qu'un radiesthésiste croyait avoir localisé Farida à Bourges. Et Fourniret d'ailleurs met vraiment du sien dans les recherches. C'est-à-dire qu'à un moment, à Bourges, les sœurs de Farida voient une Fiat Uno rouge comme la sienne, demandent à Fourniret de la prendre en filature, et il est à fond derrière la bagnole. Mais oui. Et donc, il donne le change. Il joue la comédie, quoi. Il joue la comédie, mais ça marche à fond. Et Monique Olivier aussi. Elle va voir quand même Jean-Pierre Helgouarch au parloir. Elle lui dit, mais mon pauvre, mais on la trouve pas, on ne trouve pas Farida. Ils compatissent. Alors lui, qu'est-ce qui lui met la puce à l'oreille, là? Parce que vous racontez ça en détail, évidemment, dans votre livre, mais à un moment, il va se dire, mais en fait, c'est ce type-là qui m'a volé, quoi. Au début, quand Jean-Pierre Helgouarch sort de prison fin 88, déjà, il a un comité d'accueil. Il y a les Popeye, les Fourniret, qui l'attendent, qui l'accueillent, qui vraiment à la sortie de prison. Il n'a pas trop de doutes sur eux. Mais après, quand même, Jean-Pierre Helgouarch fait des démarches auprès de la préfecture de Créteil. Il y a un service pour les personnes disparues. Il porte plainte. La plainte ne donnera rien. Il n'y a pas d'enquête. Et lui, il réfléchit, il essaye de voir dans son entourage un peu qui a changé de train de vie, qui a pu piquer le Magot et faire disparaître Farida. Et à un moment, quand même, il se dit, il a un petit doute quand même sur les Fourniret. Et il débarque à l'improviste chez les Fourniret. Eux, à Flouin, dans leur masure. Parce que lui, il n'est pas au courant qu'ils ont acheté entre-temps le château de Sautou. Non, il ne le sait pas. Donc là, on est en 89, au milieu de l'année 89. Ils ont déjà, les Fourniret, acheté leur château depuis le mois de janvier. 1 million 200 000 francs la maison en cash. De Flouin. Voilà, la maison. Une maison très bancale. Rudimentaire, que Fourniret est en train de réparer. Et donc, les Fourniret accueillent Jean-Pierre Helgouarch sans problème, et lui joue le coup de la pauvreté. Et par exemple, Fourniret lui dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas me couper les cheveux parce que j'ai pas de fric pour m'aller chez le coiffeur. Et ils font dormir Jean-Pierre Helgouarch au fond du jardin, dans une caravane. Et Jean-Pierre Helgouarch est loin de se douter que sous ses pieds dans ce jardin sont enterrés les pièces d'or et les lingots qu'ils ont piqués en tuant, en trucidant Farida. Et donc, les Fourniret jouent tellement bien le coup de la pauvreté que Helgouarch dit, mais j'ai eu l'impression que c'était les Thénardier.
des pauvres, des vrais pauvres. Et donc, il repart chez lui, dans le Val-de-Marne, en se disant, c'est pas les Fourniret. Jusqu'au jour Alors où... ça, c'est le grain de sable. Le grain de sable. Jean-Pierre Helgouarch est convoqué à la brigade criminelle de Paris, à la section antiterroriste, pour une histoire de trafic d'armes, trafic de faux papiers, plus ou moins en lien avec Action Directe, etc. Il est interrogé au 36 quai des Orfèvres. Et à un moment donné, il apprend que Michel Fourniret a été interrogé dans la même procédure. Oui. Et il entend les inspecteurs parler de Fourniret en disant qu'il a un château au Sautou. Et là, tout se met en place. Parce que pour les enquêteurs, c'est certainement de l'argent d'Action Directe. C'est pour ça que, voilà, ils pensent que c'est de... Fourniret a été dans la procédure, parce qu'il y a quand même des gens qui sont inquiétés de ce type qui achetait un château, mais avec en petite monnaie, quoi, si j'ose dire. En cash, même, ouais. Bon, voilà, ouais. Et la police, effectivement, s'est plus inquiétée du fait de soupçonner Fourniret de blanchiment de l'argent du groupe Action Directe que des histoires d'agression sexuelle. Mais Helgouarch lui percute et il se dit, mais ce Fourniret, s'il s'est acheté un château, c'est avec ce fric. Ouais. Donc quand Helgouarch ressort donc de garde à vue, 9 janvier 90, il achète une carte IGN, il localise le Sautou, il a beaucoup de mal à trouver, il se barre dans les Ardennes, enfouraillé, armé jusqu'aux dents, et lui, il est décidé à régler son compte et à buter Michel Fourniret. Sauf que quand il localise enfin ce château, il tâtonne un peu, et Helgouarch voit Fourniret monter dans sa bagnole et partir du château. Et donc Helgouarch tire sur la bagnole de Fourniret qui s'échappe quand même. Et Helgouarch essaye de le courser, ça ne marche pas. Et Helgouarch se rabat sur Monique Olivier qui s'est barricadée dans le château avec son gamin, avec Selim. Et là, Helgouarch en fait n'imagine pas un instant que Monique Olivier puisse être la complice de l'assassinat de Farida. Dit, mais c'est pas moi. Mais oui, c'est pas moi. Si tu savais ce qu'il me fait faire, mais il la soupçonne pas elle. Et du coup, Helgouarch passe un marché, un deal avec Monique Olivier en lui disant, écoute, ton mari, là, il faut remettre la main dessus. Tu vois, dès qu'il revient, tu m'appelles sur ce numéro. Et elle ne l'a bien évidemment jamais fait. Et dans la foulée, les Fourniret déménagent illico du château, s'en vont chez des amis. Ensuite, ils achètent une maison en Belgique à Sarcustine. Et puis, quand Helgouarch reviendra au château du Sautou pour retrouver Fourniret, il n'y a plus personne. Et après, Helgouarch retombe en prison pour d'autres histoires. Il est arrêté à Perpignan. Et après, c'est l'arrestation de Michel Fourniret, qui va être... beaucoup plus tard. Oui, mais jusqu'en 2004, il n'a pas de piste, quoi, pour le retrouver. En fait, Helgouarch est persuadé à ce moment-là que c'est bien Fourniret qui a tué Farida. Comme il se retrouve en prison, Helgouarch, en 98, et il part pour une longue peine, là, Helgouarch dépose une plainte qu'il envoie au procureur de la République de Créteil, et cette plainte sera classée sans suite en 99, au motif que l'infraction n'est pas caractérisée et que ce Michel Fourniret n'est plus en France, mais en Belgique. Et voilà, et donc on ne va pas le poursuivre. Et donc terminé. Voilà. Alors, ça mérite plus d'explications. Ce que vous venez de dire, c'est très bien de l'avoir dit maintenant. Dans un petit instant, on va poursuivre la conversation avec maître Yolène Bancarel du barreau de Créteil, qui est l'avocate de la famille de Farida Hamish. Et elle va peut-être nous faire comprendre pourquoi le cas de Farida Hamish n'a pas été évoqué au moment du procès de Charleville-Mézières, c'est-à-dire en 2008, alors que déjà la justice avait dans les mains un certain nombre de plaintes qui auraient dû, voilà. Alors, on se dit, mais est-ce que c'est parce que c'était la femme d'un voyou ? Est-ce que c'est, parce que c'est comme ça ? Elle va nous dire ce qu'elle en pense, bien entendu, mais pour elle, Farida Hamish, sa mémoire a fini par être honorée, mais ça a pris 30 ans. C'était en novembre dernier. On la retrouve dans un instant. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. C'était la dernière partie de cette émission spéciale de l'heure du crime à l'occasion de la publication du livre de Patricia Tourangeau, Le Magot, donc édité en coédition par Le Seuil et par Les Jours. Et il faut pas oublier non plus, dans cette longue histoire qu'on raconte ensemble depuis tout à l'heure, que l'épilogue de cette histoire, l'épilogue judiciaire, a eu lieu entre le 13 et le 15 novembre 2018, donc
30 ans après l'assassinat de Farida Hamish, mais la justice est quand même passée, dans la mesure où Michel Fourniret a été condamné une nouvelle fois à perpétuité et où Monique Olivier, elle, a été condamnée à 20 ans de prison pour complicité d'assassinat. Je ne sais pas ce qu'en a pensé la famille, mais on va poser la question d'ailleurs tout de suite à maître Yolène Bancarel du barreau de Créteil, donc qui est l'avocate de la famille de Farida Hamish. Bonsoir maître. Oui, bonsoir à tous. Il y a eu une déception de la part de la famille de voir qu'il y avait un peu de poids de mesure dans le verdict de la cour d'assises. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Pour eux, ça a été une réelle incompréhension. Ils ont toujours considéré, durant ces années d'instruction, et y compris lors du procès de Versailles, que Monique Olivier était à tout le moins aussi impliquée que Fourniret, à même hauteur, et qu'elle est plus que sa complice, elle est son âme damnée. Oui. Alors, dans son livre, à un moment, Patricia Tourangeau emploie l'expression à propos de Farida Hamish, c'est un peu la victime oubliée. Alors, on ne peut pas nier qu'elle ait été oubliée, en tout cas pendant 30 ans avant ce procès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Farida Hamish, le meurtre de Farida Hamish, l'assassinat de Farida Hamish est évoqué par Monique Olivier en 2004, c'est-à-dire 4 ans avant le procès de Charleville-Mézières, et on n'évoque pas l'affaire Farida Hamish dans le cadre du premier procès donc de Michel Fourniret et Monique Olivier, où on ne retient, je crois, que 7 victimes. Alors, en fait, elle sera évoquée, mais à la marge, puisque les sœurs de Farida vont être amenées à témoigner lors du procès de Charleville-Mézières. Oui. La grosse difficulté, c'est qu'on a une disparition de Farida en 1988, en avril 88. On peut à peu près la dater du 13 avril 1988. Oui. Et à ce moment-là, on est dans le cadre d'une disparition inquiétante. Ouais. Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne le sait. La famille 2004, de Farida ne le sait pas. Oui, d'accord, mais en 2004. Mais en 2004, donc on va voir. Monique Olivier dit, il l'a tué. Tout à fait. Donc de 1988 à 2004, on ne sait pas. D'accord. En 2004, il y a les révélations de Monique Olivier et les aveux de Michel Fourniret. Et après, on part en enquête préliminaire. On part en enquête préliminaire parce que ce que recherchent les fonctionnaires de police, c'est le corps de Farida Hamish. Déjà, ils essayent de comprendre. Ils essayent de voir quels sont les éléments qui peuvent raccrocher au trésor du gang des postiches. Ils vont entendre un certain nombre de personnes et donc on est au stade de l'enquête. Lorsque la famille donc est informée, puisqu'elle est entendue dans le cadre de cette enquête, ils savent qu'il y a une information qui est ouverte à Charleville-Mézières. On est là en 2007. D'accord ? En 2007, on a cette information qui est ouverte. Et c'est là où, à mon sens, il y a une vraie difficulté. C'est qu'entre le moment où les juges d'instruction de Charleville-Mézières sont saisis par la famille de Farida Hamish et le procès de Charleville, on n'arrive pas à faire en sorte que l'enquête qui a été diligentée, et notamment par les fonctionnaires de police rattachés au tribunal de grande instance de Versailles, rejoigne les dossiers des juges d'instruction de Charleville-Mézières, alors qu'ils le savent. Ouais. Ils le savent pertinemment bien, puisqu'on les a alertés. Pour poser la question brutalement, mais c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut penser que parce que Farida Hamish était l'épouse d'un voyou, on n'a pas pris son cas avec la considération qu'on aurait dû lui accorder? Alors, moi, je pense que ce serait surtout au juge d'instruction qui était en charge du dossier qu'il faudrait poser la question plus qu'à moi. Moi, j'ai un peu le sentiment, si vous voulez, qu'entre le moment où les juges d'instruction de Charleville-Mézières sont informés et le procès, ils sont déjà allés très loin dans leur instruction à eux, qu'il y a 2 problèmes en ce qui concerne la disparition de Farida Hamish. C'est d'une part le corps, qu'on ne retrouve pas, le couple Fourniret qui nous promène allègrement, faut appeler un chat, en ne nous indiquant pas où est enterrée Farida Hamish. Et puis il y a le problème de la prescription. Problème de la prescription qui fait que judiciairement, il faut qu'on en discute. Or, on a mis beaucoup de temps à discuter de cette prescription pour finalement considérer qu'elle n'était pas acquise. Mais je pense, alors,
ça, c'est mon sentiment, hein. Je pense que peut-être les juges d'instruction de Charleville-Mézières se sont dit, si on évoque à considérer qu'ils aient eu le dossier, ça c'est encore un autre problème, mais à considérer qu'ils aient eu le dossier, si on évoque le meurtre, l'assassinat de Farida Hamish, on va forcément devoir débattre de la prescription, et à ce moment-là, pour les autres victimes dont les dossiers sont arrivés à leur terme et dont on peut espérer un procès, ça va reculer d'autant le procès de Charleville. Ça peut être une des explications. Et la question du mobile, parce que là, on a entendu tout à l'heure ce policier Daniel Bourgard qui disait que quand Monique Olivier avait avoué, avait dénoncé donc Michel Fourniret, et notamment pour le meurtre de Farida Hamish, elle avait laissé entendre qu'il l'avait violée aussi. Mais on aurait pu penser aussi que le mobile étant a priori purement financier, enfin c'était pour de l'argent, elle n'avait pas l'âge des autres victimes de Michel Fourniret. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué ? Non, objectivement. En tout cas, il n'y a aucun élément au dossier qui peut nous permettre de le dire. D'accord. Et même lorsque le procès s'est tenu à Versailles, ça n'a pas été évoqué. En tout cas, si ça a été évoqué, ça a été balayé. Enfin, on ne pense pas, en tout cas, personne en l'état du dossier pense que Farida ait pu être violée par Michel Fourniret. Qu'est-ce qui vous reste ? C'est ma dernière question, on arrive au bout de l'émission. Et pour vous, en tant qu'avocate, vous avez suivi cela depuis vraiment longtemps, qu'est-ce qui vous reste de cette affaire ? Écoutez, ce qui me reste surtout, c'est qu'il faut jamais baisser les bras. Oui. Ça, je pense que la famille de Farida l'a bien compris, puisqu'ils ont été jusqu'au bout de ce qui pouvait être fait. Un grand soulagement, parce qu'on a des déclarations de culpabilité, même si ça n'est pas à même hauteur pour Monique Olivier et Michel Fourniret, c'est une déclaration de culpabilité pour les deux. Et puis, on leur a fait comprendre qu'il y avait une sépulture judiciaire qui avait été donnée à Farida. Maintenant, il reste encore quelque chose, et j'espère qu'un jour, on pourra donner une sépulture à cette femme digne de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est encore dans la mémoire des siens, et qu'on retrouvera le corps de Farida. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment merci à vous. Nous avoir donné votre point de vue. C'était maître Yolène Bancarel, donc du barreau de Créteil, l'avocate de la famille de Farida Hamish. Merci beaucoup, Patricia Touranchot. Merci à vous, Jacques. Et puis je renvoie tout le monde, évidemment, à votre livre, Le Magot. On a survolé beaucoup de questions, mais que vous racontez en détail dans votre livre, paru donc en coédition Le Seuil, Les Jours. L'émission est maintenant terminée. La voix de Jacques Pradel résonne dans le studio de RTL, une vibration familière qui accompagne les auditeurs chaque soir. Ce soir-là, l'atmosphère est particulière. Nous sommes en 2026, et pourtant, les récits du passé semblent plus vivants que jamais. Le programme de l'heure du crime s'ouvre sur une note de mystère et d'espoir, portée par la publication du livre de Patricia Touranchot intitulé Le Magot. C'est une œuvre qui, au-delà des ombres, cherche à mettre en lumière une figure restée trop longtemps dans l'oubli, Farida Hamish. Farida n'était pas seulement un nom dans un dossier judiciaire. Elle était une femme rayonnante, une épouse dévouée dont le destin a croisé celui de l'ombre en avril 1988. Pendant 30 ans, son histoire est restée suspendue, telle une mélodie interrompue. Mais ce soir, Patricia Touranchot est là pour nous raconter une autre version des faits, une version où l'amour occupe la place centrale. C'est l'histoire de Farida et de Jean-Pierre Helgouarch, un homme qui, malgré ses erreurs de parcours, portait pour elle un amour incommensurable. Tout commence dans les couloirs froids et gris de la prison de Fleury-Mérogis, en mars 1984. Jean-Pierre Helgouarch, un homme aguerri par les épreuves de la vie, se voit confier un nouveau compagnon de cellule, Michel Fourniret. À cette époque, personne ne connaît la véritable nature de cet homme que l'on surnomme Popeye. L'administration pénitentiaire, craignant que ce nouveau venu de 40 ans ne supporte pas le choc de l'incarcération, demande à Helgouarch de veiller sur lui. Avec la générosité qui caractérise les hommes de son milieu, Jean-Pierre accueille Fourniret sans poser de questions. Il lui offre le café, partage ses récits, surtout, laisse transparaître son humanité. Sur le mur de leur cellule partagée, une photographie attire le regard de tous les visiteurs, c'est le visage de Farida. Elle est magnifique, avec un sourire qui semble éclairer la pièce.
Fourniret observe, écoute et tisse ses fils dans l'ombre, admirant secrètement la force de ce couple. Jean-Pierre et Farida se sont rencontrés durant l'été 1979, au cœur du Val-de-Marne. Ce fut un véritable coup de foudre. Elle travaillait comme dactylo dans un centre social, une femme simple, honnête et pleine de vie. Lui, avec son passé de braqueur, avait trouvé en elle son ancre, sa raison de devenir meilleur. Ils se sont mariés entre les murs de la prison le 11 janvier 1985, une cérémonie empreinte d'une tristesse infinie mais aussi d'une promesse d'avenir. Ils rêvaient d'un enfant, d'une maison, d'une vie normale loin des tumultes. Cependant, le destin prend une tournure inattendue lorsqu'un secret est partagé. Un codétenu italien, Gianluigi Esposito, révèle à Jean-Pierre l'existence d'un trésor caché, le butin du célèbre gang des postiches. Des lingots d'or et des milliers de pièces enterrées dans le petit cimetière de Fontenay en Parisie. Jean-Pierre, toujours enfermé, pense alors à celui qu'il croit être son ami, Michel Fourniret, désormais libre. Il lui confie la mission de récupérer ce magot pour Farida, lui promettant une récompense de 500 000 francs. Fourniret accepte, mais l'ombre gagne son cœur. En mars 1988, une expédition nocturne est organisée. Munis de pelles et de pioches, Fourniret, Monique Olivier et Farida se rendent au cimetière. Sous la terre meuble, ils découvrent la caisse métallique remplie d'or. Pendant un temps, l'illusion d'une collaboration honnête persiste. Fourniret aide même Farida à aménager une cachette dans son appartement d'Évry. Mais l'avidité est un poison lent. Fourniret décide de s'emparer de la totalité du trésor. Il tend un piège à Farida, et la jeune femme disparaît, laissant derrière elle un vide immense. Pour brouiller les pistes, il joue la comédie du désespoir, aidant même la famille de Farida dans ses recherches, allant jusqu'à simuler des filatures de voitures suspectes. Monique Olivier, elle aussi, rend visite à Jean-Pierre au parloir, feignant la compassion. Pendant des décennies, Jean-Pierre Elguarch reste inconsolable. Il cherche, il interroge, il doute. Ce n'est qu'en 2004 que la vérité éclate enfin, révélant que l'argent du gang des postiches a servi à financer l'achat d'un château dans les Ardennes. Malgré la douleur de la trahison, le récit de Patricia Tourangeau s'attache à restaurer la dignité de Farida. Elle n'est plus une victime oubliée, mais le symbole d'un amour qui a bravé les murs des prisons et les outrages du temps. Ce soir, sur RTL, on ne parle pas seulement de crime. On parle de la résilience d'un homme qui, 14 ans après avoir été approché par la journaliste, accepte enfin de livrer ses souvenirs. Jean-Pierre Elguarch partage les photos de sa bien-aimée, non pas pour nourrir une tragédie, mais pour célébrer la beauté d'une âme qui a traversé sa vie. C'est une leçon d'humanité. Même dans les récits les plus sombres, la lumière de l'amour et la quête de vérité finissent toujours par trouver un chemin vers la surface, nous rappelant que chaque vie compte et que chaque souvenir est un trésor bien plus précieux que l'or des banques. La voix de Jacques Pradel résonne dans le studio de la Radio 24, apportant avec elle cette gravité familière qui captive les auditeurs de l'heure du crime. Ce soir-là, l'atmosphère est particulière. Il ne s'agit pas seulement de revenir sur le parcours d'un prédateur, mais de mettre en lumière une figure restée trop longtemps dans la pénombre des archives judiciaires, Farida Hamish. À ses côtés, la journaliste Patricia Tourangeau pose son livre intitulé Le magot sur la table. Ce récit est le fruit de 14 années de recherche, une quête patiente pour dénouer les fils d'une rencontre que le destin aurait dû éviter. Tout commence entre les murs gris de la prison de Fleury-Mérogis, au milieu des années 80. Dans une cellule exiguë, deux hommes cohabitent. D'un côté, Jean-Pierre Elguarch, un braqueur de banque au cœur immense, un homme du milieu qui respecte certains codes d'honneur. De l'autre, Michel Fourniret, un homme que l'administration pénitentiaire surveille de peur qu'il ne mette fin à ses jours. Elguarch, avec une générosité de détenu chevronné, accueille ce compagnon d'infortune. Il lui offre le café, partage son espace, surtout, laisse entrevoir ce qu'il a de plus précieux au monde, la photographie de son épouse, Farida. Farida Hamish est une jeune femme rayonnante, de 15 ans sa cadette. Elle travaille dans le milieu social comme dactylo. Entre Jean-Pierre et elle, c'est le coup de foudre absolu dès l'été 1979. Leur amour est une lumière qui traverse les barreaux. Ils se marient en prison, le 11 janvier 1985, dans la tristesse d'un parloir sans intimité, mais avec la promesse d'un avenir radieux dès que la liberté reviendra.
Pourtant, le danger rôde sous les traits de Fourniret. Ce dernier, que Jean-Pierre surnomme affectueusement Popeye en raison de ses mains de jardinier, joue le rôle de l'homme inoffensif, du simple bricoleur. Jean-Pierre lui fait confiance. Il voit en lui un homme capable de rendre service sans trahir. Quelle erreur tragique! L'histoire bascule avec l'entrée en scène d'un autre détenu, un Italien nommé Gianluigi Esposito. Ce dernier révèle à Elgarch l'existence d'un trésor enfoui, le magot du célèbre gang des postiches. Une caisse à outils remplie de lingots et de milliers de pièces d'or, enterrée dans le petit cimetière champêtre de Fontenay en Parisie. Esposito, sur le point d'être extradé, propose un marché. Jean-Pierre, toujours enfermé, décide alors de solliciter l'aide de celui qu'il croit être son ami, Michel Fourniret. Par une nuit de printemps en 1988, une expédition clandestine s'organise. Michel Fourniret, accompagné de Monique Olivier, rejoint Farida. Ensemble, ils se rendent au cimetière. La terre est retournée, le métal de la caisse brille sous la lune. L'or est là. Des milliers de pièces, 34 lingots. Un trésor qui aurait dû assurer l'avenir du couple Elgarch. Fourniret reçoit sa part, 500 000 francs en pièces d'or, pour son aide. Mais l'avidité du prédateur est sans limite. Il ne veut pas seulement une part, il veut tout. Il commence à tisser sa toile, aidé par la complicité active de son épouse. Farida, innocente et courageuse, ignore qu'elle vient de croiser le chemin du mal absolu. Après avoir aidé Farida à cacher le reste du butin dans son appartement d'Évry, Fourniret décide de passer à l'acte. Le crime est commis en avril 1988. Farida disparaît. Pour couvrir leurs traces, le couple machiavélique joue la comédie du désespoir. Ils participent aux recherches, accompagnent les sœurs de Farida, vont même jusqu'à consulter des radiesthésistes. Ils vont voir Jean-Pierre au parloir pour feindre la compassion, lui disant qu'ils ne comprennent pas où sa femme a pu s'enfuir. Pendant ce temps, avec l'or volé à la mémoire de Farida, Fourniret s'achète le château de Sautou dans les Ardennes. 1 200 000 francs payés en espèces, le prix du sang. Jean-Pierre Elgarch, une fois libre, ne cesse de chercher. Il commence à douter, il sent que quelque chose ne va pas chez ses anciens amis qui semblent mener grand train. Mais il faudra attendre 16 longues années, jusqu'aux aveux de Monique Olivier en Belgique, pour que la vérité éclate enfin. Au-delà de l'horreur des faits, ce que Patricia Touranchot souligne dans son récit, c'est la force de l'amour de Jean-Pierre. 30 ans après, l'homme est toujours inconsolable. Son cœur est resté à l'époque de ses parloirs où il voyait le visage de Farida. Elle n'est plus une victime oubliée. Elle est cette femme aimée dont le souvenir refuse de s'éteindre, portée par la ténacité d'un homme qui, malgré ses erreurs passées, a gardé une fidélité absolue à celle qui fut sa vie. Le livre Le Magot n'est pas seulement une enquête sur un trésor de bandits, c'est un hommage à une vie fauchée et à un amour qui, malgré le drame, continue de chercher une sépulture et une justice. Dans le studio de la radio, le silence qui suit le récit est chargé d'une émotion pure. On n'écoute plus seulement un fait divers, on écoute le battement de cœur d'une histoire humaine, tragique mais habitée par une quête de dignité incessante. Dans le silence feutré d'un studio où les ondes s'apprêtent à porter une histoire oubliée, la voix de Jacques Pradel s'élève, grave et posée, pour ouvrir une page sombre mais nécessaire de la mémoire collective. Ce soir, l'émission se consacre à une tragédie qui a dormi sous le poids du secret pendant 30 ans. À ses côtés, la journaliste Patricia Touranchot apporte avec elle le fruit de ses recherches, un ouvrage intitulé Le Magot. Ce récit n'est pas seulement celui d'un crime, c'est l'histoire d'une rencontre mortelle, d'une trahison absolue et d'un amour qui survit à la disparition. Au cœur de cette affaire se trouve Farida Hamish. Pendant 3 décennies, son nom est resté dans l'ombre des grands titres, une victime que le temps semblait avoir effacée. Pourtant, son destin a basculé en avril 1988, dans la solitude des Ardennes, sous les mains prédatrices de Michel Fourniret et avec la complicité de Monique Olivier. Le mystère de sa disparition est resté entier, son corps n'ayant jamais été rendu à la terre par ses bourreaux, malgré les procès et les condamnations à perpétuité. Tout commence dans l'enceinte austère de la prison de Fleury-Mérogis, au milieu des années 80. 2 hommes partagent une cellule de 9 mètres carrés. D'un côté, Jean-Pierre Elgarch, un homme du milieu, braqueur de banque au tempérament bien trempé. De l'autre, Michel Fourniret,
que l'on surnomme alors Popeye, un homme qui semble insignifiant, presque fragile aux yeux de l'administration pénitentiaire qui craint qu'il ne mette fin à ses jours. Jean-Pierre, avec une certaine noblesse de détenu chevronné, prend ce nouveau venu sous son aile. Il lui offre le café, le protège des autres prisonniers qui voient d'un mauvais œil les crimes sexuels pour lesquels Fourniret est soupçonné. Dans cette cellule, les murs sont couverts de photographies. Parmi elles, le visage de Farida, l'épouse de Jean-Pierre, brille d'une beauté éclatante. Fourniret observe, retient, et tisse sa toile. Il admire le statut de braqueur de son codétenu, lui qui n'est qu'un chasseur de vierges caché derrière des apparences de jardinier. À sa sortie de prison, il approche Farida sous prétexte de gratitude envers son mari, lui laissant un numéro de téléphone comme on tend un piège. Le destin s'accélère lorsqu'un autre détenu, un Italien nommé Gianluigi Esposito, confie à Jean-Pierre l'existence d'un trésor enfoui. Ce butin appartient au célèbre gang des Postiches, une équipe de braqueurs légendaires qui ont écumé les banques parisiennes à coups de burin et de chalumeau. 34 lingots d'or et des milliers de pièces dorées dorment dans une caisse à outils, cachée au fond d'un petit cimetière de banlieue à Fontenay en Parisie. Jean-Pierre, toujours derrière les barreaux, pense alors à Fourniret. Il voit en lui l'exécutant idéal, un homme habile de ses mains, apparemment honnête et étranger au grand banditisme, qui ne risquerait pas de le trahir. Il propose à Fourniret une somme de 500 000 francs pour aider Farida à récupérer le magot. C'est une erreur tragique dictée par une confiance mal placée. Une nuit de mars 1988, sous le ciel de plomb du Val d'Oise, le trio se rend au cimetière. Fourniret creuse, exhume l'or, et installe même une cachette sécurisée dans l'appartement de Farida à Évry. Mais l'avidité du prédateur est sans limite. Il ne veut pas seulement sa part, il veut tout. Avec Monique Olivier, il élabore un plan diabolique. Il attire Farida dans un guet-apens, prétextant une nouvelle mission de transport d'armes. Elle monte dans la voiture, confiante, sans savoir qu'elle ne reverra jamais les lumières de la ville. Après l'avoir assassinée, le couple de prédateurs pousse l'horreur jusqu'à dormir dans le lit de leur victime, épuisés par leur besogne macabre. Ils s'emparent de l'or, celui-là même qui permettra à Fourniret d'acheter le château de Sautou et les camionnettes nécessaires à sa future traque d'innocentes jeunes filles. Pour brouiller les pistes, ils abandonnent la voiture de Farida à l'aéroport d'Orly, laissant croire à une fuite amoureuse à l'étranger. Ils vont jusqu'à feindre la compassion, aidant la famille éplorée dans ses recherches, jouant une comédie révoltante devant un Jean-Pierre Elguarch dévasté. Pendant 14 ans, Patricia Tourancheau a suivi ses fils invisibles, reliant les braquages des Postiches à la folie meurtrière de l'ogre des Ardennes. Aujourd'hui, Jean-Pierre reste inconsolable. Sa culpabilité est un fardeau de chaque instant, celui d'avoir envoyé la femme qu'il aimait plus que tout dans les griffes d'un monstre. Ce récit est le témoin d'une vérité qui finit toujours par émerger des ténèbres, un hommage à Farida, pour que son nom ne soit plus jamais celui d'une victime oubliée. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. L'obscurité descend sur le studio alors que la voix de Jacques Pradel s'élève, grave et habitée, pour ouvrir une page sombre mais fascinante de l'histoire criminelle. Bonsoir à tous. Nous nous réunissons ce soir pour une émission spéciale de l'heure du crime, une édition marquée par la sortie d'un ouvrage documenté et poignant intitulé Le Magot. La plume derrière ce récit est celle de la journaliste Patricia Tourancheau, qui a patiemment reconstitué le puzzle d'une tragédie où l'avidité la plus vile a croisé le chemin d'une espérance brisée. C'est l'histoire de la manière dont le tueur en série Michel Fourniret a froidement assassiné l'épouse d'un ancien codétenu pour s'emparer du trésor mythique du fameux gang des Postiches. Pendant 30 ans, le nom de Farida Amiche est resté dans l'ombre, une victime oubliée dans le sillage sanglant de l'ogre des Ardennes. Assassinée en avril 1988 avec la complicité active de Monique Olivier, elle est devenue un fantôme dont on n'a jamais retrouvé le corps. Le procès de novembre dernier, bien qu'il ait abouti à une nouvelle condamnation à perpétuité pour Fourniret et 25 ans de réclusion pour Olivier, n'a pas permis de lever le voile sur l'ultime demeure de Farida. Pourtant, derrière ce fait divers sordide, Patricia Tourancheau nous révèle une réalité plus humaine, une véritable et belle histoire d'amour entre Farida et Jean-Pierre Elguarch. Ce dernier, un ancien braqueur de banque au passé tumultueux, demeure aujourd'hui encore un homme inconsolable. Il porte le poids insupportable d'avoir, sans le vouloir, organisé la rencontre fatale entre sa jeune épouse et ce couple de prédateurs diaboliques.
Dans l'ambiance feutrée du studio, Patricia Tourancheau prend place. Jacques Pradel l'accueille avec cette courtoisie qui sied aux grandes enquêtes. Il rappelle que cette émission est le fruit d'un travail d'équipe, avec Justine Vignot, Émilien Vinet et Romain Vincossin à la technique. Le dialogue s'installe, explorant les racines de ce drame qui commence dans les murs gris de la prison de Fleury-Mérogis. Tout débute en mars 1984. L'administration pénitentiaire, craignant qu'un nouveau venu de 40 ans ne supporte pas le choc de l'incarcération, décide de placer Michel Fourniret dans la cellule de Jean-Pierre Elgarch. À cette époque, Fourniret n'est pas encore le tueur médiatisé que nous connaissons, il est là pour une série d'agressions sexuelles sur des mineurs. Elgarch, de son côté, est un détenu chevronné, un homme respecté dans le milieu pour ses principes de braqueur. Il accueille ce compagnon d'infortune avec une générosité simple, partageant le café et offrant sa protection contre les autres détenus qui méprisent les pointeurs. Un malentendu s'installe, Fourniret minimise ses actes, parlant d'un simple accident de parcours à Versailles. Au-dessus du lit d'Elgarch, une photo attire le regard envieux de Fourniret, celle de Farida Amish. Elle est rayonnante, infirmière de cœur travaillant dans le milieu social, une femme qui incarne la vie et la loyauté. Ils s'étaient rencontrés en 1979, un véritable coup de foudre qui avait survécu aux épreuves et aux années de prison de Jean-Pierre. Ils s'étaient même mariés derrière les barreaux de Fleury-Mérogis en janvier 1985, une cérémonie empreinte d'une tristesse infinie mais portée par un amour sincère et le désir désespéré d'avoir un enfant. L'intrigue se noue véritablement lorsqu'entre en scène un troisième homme, un Italien nommé Gianluigi Esposito, codétenu d'Elgarch après le départ de Fourniret. Esposito confie à Jean-Pierre l'existence d'un trésor caché dans un petit cimetière de la région parisienne, à Fontenay-en-Parisis. Ce magot, composé de lingots et de milliers de pièces d'or, appartient en réalité au gang des postiches, ces pilleurs de banques célèbres pour leur déguisement et leur audace. Esposito, sur le point d'être extradé, demande à Elgarch de déplacer ce butin en échange d'une récompense substantielle. Jean-Pierre Elgarch, toujours enfermé, doit trouver un homme de confiance à l'extérieur pour accomplir cette tâche. Il se souvient de ce Popeye aux mains de jardinier, ce Michel Fourniret qu'il croit être un petit délinquant inoffensif et bricoleur. Il charge Farida de contacter Fourniret, qui vient de sortir de prison. En mars 1988, l'expédition est lancée. Sous le couvert de la nuit, Fourniret, Monique Olivier et Farida se rendent au cimetière. Ils déterrent la caisse à outils métalliques remplie d'or. Le plan initial prévoit que Fourniret reçoive 500 000 francs en pièces d'or pour son aide, tandis que le reste doit être mis en sécurité chez Farida en attendant la sortie de Jean-Pierre. Mais l'ombre de la cupidité s'étend sur le couple Fourniret-Olivier. Michel ne se satisfait pas de sa part. Il convoite la totalité du trésor pour financer ses projets sombres, notamment l'achat d'un château dans les Ardennes et l'acquisition de camionnettes pour ses futurs rapts. Avec la complicité de Monique, il tend un piège à Farida. Le crime est perpétré avec une froideur terrifiante. Daniel Bourgard, ancien commandant de police, relate les aveux de Monique Olivier. Après avoir tué Farida, le couple a poussé l'audace jusqu'à dormir dans le lit de leur victime, dans son appartement d'Évry, avant de vider la cachette où l'or avait été entreposé. Pour couvrir leurs traces, ils orchestrent une mise en scène macabre, abandonnant la voiture de Farida à l'aéroport d'Orly pour faire croire à une fuite à l'étranger. Fourniret joue la comédie du deuil et de l'entraide, participant même aux recherches avec les sœurs de Farida, allant jusqu'à poursuivre des voitures rouges ressemblant à celles de la disparue. Jean-Pierre Elgarch, à sa sortie de prison, est accueilli par ce même Fourniret qui l'a trahi de la plus horrible des manières. Le doute ne s'installe que lentement. Jean-Pierre remarque des changements, des incohérences. Lorsqu'il se rend chez les Fourniret à Floins en 1989, il sent que quelque chose a basculé, sans se douter que sa femme gît quelque part, anonyme, et que l'or des postiches a scellé son destin. Ce récit est celui d'une rencontre mortelle entre l'amour inconditionnel et la perversion absolue. Patricia Tourancheau, par son enquête méticuleuse, a rendu un visage à Farida Amish, transformant ce fait divers en une quête de vérité qui, 30 ans plus tard, continue de hanter les mémoires. Le magot n'était pas seulement de l'or, c'était le prix d'une vie sacrifiée sur l'autel de la folie d'un homme et d'une femme. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Bonsoir à tous.
Nous nous retrouvons ce soir pour une émission spéciale de l'heure du crime, un moment de récit et de mémoire à l'occasion de la publication du livre de la journaliste Patricia Touranchot. Cet ouvrage, intitulé Le Magot, nous plonge au cœur d'une histoire singulière où se mêlent les destins de personnages marqués par le sort, mais aussi par une profonde humanité. Il y a 30 ans, Farida Hamish devenait une figure de l'ombre dans une affaire complexe. Assassinée en avril 1988, elle est longtemps restée une victime oubliée. On n'a jamais retrouvé son corps, malgré les procès et les condamnations de Michel Fourniret et Monique Olivier. Pourtant, derrière la noirceur des faits divers, Patricia Touranchot a choisi de mettre en lumière une facette plus lumineuse et touchante, la véritable et belle histoire d'amour entre Farida et Jean-Pierre Elgarch. Jean-Pierre est un homme marqué par le passé, un ancien braqueur de banque qui, aujourd'hui encore, reste inconsolable. Il porte en lui la blessure d'avoir provoqué, bien malgré lui, la rencontre entre sa jeune épouse et un couple dont la cruauté n'avait pas encore été pleinement révélée au monde. Jacques Pradel, avec sa voix calme et posée, accueille Patricia Touranchot dans le studio. L'ambiance est au respect et à la précision documentaire. Cette émission a été préparée avec soin par Justine Vigneault et Émilien Vinet, sous la réalisation technique de Romain Vincossin. Ensemble, ils explorent les coulisses d'une enquête qui remonte le temps, du trésor du gang des postiches aux sombres secrets des Ardennes. Tout commence dans la cellule de la prison de Fleury-Mérogis, entre 1984 et 1987. Jean-Pierre Elgarch y rencontre Michel Fourniret. À cette époque, l'administration pénitentiaire demande à Elgarch, un détenu chevronné et respecté pour ses convictions, d'accueillir Fourniret. On craint que ce dernier, âgé de 40 ans et incarcéré pour la première fois, ne s'en prenne à ses jours. Jean-Pierre, faisant preuve d'une solidarité humaine rare en milieu carcéral, l'accueille avec bienveillance. Il lui offre le café, le protège des autres détenus qui voient d'un mauvais œil les crimes de mœurs. Il ne pose pas de questions, il offre simplement une présence humaine dans l'attente d'un avenir meilleur. Dans cette cellule étroite, les murs portent les traces de l'affection de Jean-Pierre pour les siens. Au-dessus de son lit, il a accroché la photo d'une femme magnifique, Farida Hamish. Farida a 15 ans de moins que lui. C'est une femme rayonnante, travailleuse, qui occupe un poste de dactylo dans une association sociale. Leur rencontre, à l'été 1979, fut un véritable coup de foudre. Jean-Pierre dit souvent qu'avec Farida, il savait qu'il pouvait aller loin, que sa vie prenait enfin un sens noble. Malgré les épreuves de la vie et les séjours en prison de Jean-Pierre, Farida reste un pilier inébranlable. Elle lui rend visite 3 fois par semaine. Elle achète à crédit une petite Fiat Uno rouge pour pouvoir traverser les distances et rejoindre le parloir. Leur amour se scelle officiellement le 11 janvier 1985, lorsqu'ils se marient entre les murs de Fleury-Mérogis. C'est une cérémonie empreinte d'une tristesse infinie mais d'un espoir immense. Ils rêvent d'un enfant, ils écrivent à des députés pour demander des parloirs intimes, ils cherchent désespérément à construire une famille malgré les barreaux. Lorsque Michel Fourniret sort de prison à la fin de l'année 1987, il se présente à Farida comme l'ami que son mari a protégé. Il joue la carte de la gratitude et lui laisse son numéro de téléphone, se tenant prêt à l'aider si elle en a besoin. Pendant ce temps, un secret sommeille dans un petit cimetière de banlieue. L'histoire du gang des postiches, ces braqueurs célèbres pour leur déguisement et leur casse spectaculaire, refait surface. On parle de lingots d'or, de bijoux et de millions de francs dérobés. L'un des membres du gang avait confié à un codétenu italien l'existence d'un magot enterré à Fontenay en Parisie, dans le Val d'Oise. Jean-Pierre Elgarch, mis dans la confidence, voilà une opportunité d'assurer l'avenir de sa femme. Ne pouvant agir lui-même depuis sa cellule, il pense à Michel Fourniret, celui qu'il surnomme Popeye, un homme aux mains de jardinier, un bricoleur qu'il croit inoffensif. Jean-Pierre demande à Farida de contacter Fourniret pour déterrer le trésor. Il lui promet une récompense de 500 000 francs. Il ne se doute pas que cette décision scellera le destin de celle qu'il aime par-dessus tout. Une nuit de la fin mars 1988, une expédition s'organise. Michel Fourniret, Monique Olivier et Farida Hamish se rendent au cimetière. Munis de pelles et de pioches, ils fracturent le cadenas d'une tombe désaffectée d'un monsieur décédé en 1922. Ils en sortent une boîte à outils métallique contenant 34 lingots et des milliers de pièces d'or. Dans un premier temps,
le partage semble se faire honnêtement. Fourniret aménage même une cachette chez Farida, au-dessus des toilettes de son appartement à Évry, pour y dissimuler le butin restant appartenant à Elgarch. Mais l'ombre gagne le cœur du couple Fourniret. Trouvant sa part insuffisante, Michel échafaude un plan pour s'emparer de la totalité du trésor. Farida devient le témoin gênant qu'il faut éliminer. Après l'acte tragique, ils vont jusqu'à dormir dans le lit de leur victime, épuisés par leurs méfaits, avant de vider la cachette. Pour tromper Jean-Pierre et la justice, Fourniret déploie des trésors de duplicité. Il abandonne la voiture de Farida sur un parking de l'aéroport d'Orly pour faire croire à un départ précipité à l'étranger. Il participe même aux recherches aux côtés des sœurs de Farida. On le voit prendre en filature des voitures suspectes à Bourges, jouant la comédie du protecteur dévoué. Monique Olivier, elle aussi, rend visite à Jean-Pierre au parloir pour compatir à sa douleur, feignant de ne pas comprendre la disparition subite de sa femme. Ce n'est qu'en 2004 que la vérité commence à émerger grâce aux révélations de Monique Olivier aux policiers belges. Patricia Touranchot, grâce à son intuition et son travail acharné, parvient à relier les pièces du puzzle. Elle comprend que l'argent qui a permis à Fourniret d'acheter le château de Sautou dans les Ardennes et d'acquérir les camionnettes utilisées pour ses crimes ultérieurs provenait de ce fameux magot du gang des postiches. L'histoire que nous raconte Patricia Touranchot est celle d'un homme, Jean-Pierre Elgarch, qui a enfin accepté de parler après 14 ans de silence. Il a partagé des photos, des souvenirs de Farida, rendant ainsi hommage à cette femme qui fut le grand amour de sa vie. C'est une leçon de résilience et de fidélité à la mémoire. Malgré la tragédie, ce récit met en avant les liens indéfectibles d'un couple qui a tenté de s'aimer envers et contre tout, et l'importance de la quête de vérité pour honorer ceux qui ont disparu. Nous terminons cette heure du crime avec une pensée pour Farida et pour tous ceux qui, comme Jean-Pierre, continuent de porter la flamme du souvenir avec dignité. La nuit tombait doucement sur les studios de Radio-Télé Luxembourg, une de ces soirées où l'air semble chargé d'histoires qui ne demandent qu'à être racontées. Dans le silence feutré de la régie, Jacques Pradel ajustait son casque, tandis que les voyants lumineux passaient au rouge, signalant que le temps du récit était venu. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement d'un fait divers, mais d'une plongée profonde dans les méandres de l'âme humaine, là où la cupidité la plus sombre rencontre l'amour le plus pur. L'histoire commençait entre les murs froids et gris de la prison de Fleury-Mérogis, en l'an 1984. Imaginez une cellule exiguë, la cellule numéro 3, où l'administration pénitentiaire, par une de ses décisions dont elle a le secret, décida de réunir deux hommes que tout aurait dû séparer. D'un côté, il y avait Jean-Pierre Elgarch, un homme du milieu, un braqueur de banque au regard fier, un de ceux que l'on appelle les beaux mecs. De l'autre côté, un nouveau venu de 40 ans, un homme à l'apparence banale, presque effacé, nommé Michel Fourniret. À cette époque, celui que l'on surnommerait plus tard l'ogre des Ardennes n'était qu'un prisonnier parmi d'autres, craint par l'administration pour sa fragilité apparente. Jean-Pierre, avec la noblesse de cœur qui caractérise parfois les bandits de grand chemin, prit cet homme sous son aile. Il lui offrit le café, partagea son tabac et lui assura une protection tacite contre la rudesse du monde carcéral. Michel Fourniret, quant à lui, jouait la comédie de l'innocence. Il parlait d'un malentendu, d'un accident de parcours du côté de Versailles, se gardant bien de révéler la nature réelle des démons qui le rongeaient déjà. Mais dans cette cellule, au-dessus du lit de Jean-Pierre, trônait la photographie d'une jeune femme d'une beauté rayonnante. Elle s'appelait Farida Amiche. Avec ses 15 ans de moins que Jean-Pierre, elle représentait pour lui tout ce que le monde extérieur avait de plus beau à offrir. Leur amour était né quelques années plus tôt, en 1979, comme un coup de foudre inattendu dans le Val-de-Marne. Farida était une femme de cœur, une travailleuse dévouée qui, malgré les absences forcées de son compagnon, restait d'une fidélité et d'une tendresse inébranlables. Pendant que les deux hommes discutaient dans l'ombre de leur cellule, un troisième personnage fit son entrée indirecte dans ce drame. Un Italien nommé Gianluigi Esposito, compagnon de cellule de Jean-Pierre après le départ de Fourniret, lui confia un secret pesant. Il existait, quelque part dans un petit cimetière champêtre de la région parisienne, un trésor. Ce n'était pas n'importe quel butin, mais le produit des rapines du célèbre gang des postiches, 30 lingots d'or et des milliers de pièces sonnantes et trébuchantes, enterrés dans une boîte à outils métallique sur la tombe d'un homme décédé en 1922. L'Italien, sur le point d'être extradé,
demanda à Jean-Pierre de récupérer ce magot en échange d'une récompense substantielle. Jean-Pierre, toujours sous les verrous, pensa alors à celui qu'il considérait comme son ami inoffensif, Michel Fourniret, qu'il surnommait affectueusement Popeye à cause de ses mains de jardinier. Il ne pouvait imaginer que ce geste de confiance allait sceller le destin de sa bien-aimée. En 1987, dès sa sortie de prison, Michel Fourniret se posta devant les portes de Fleury-Mérogis. Il aborda Farida alors qu'elle venait rendre visite à son mari au parloir. Avec une politesse mielleuse, il lui laissa son numéro de téléphone, se présentant comme l'homme reconnaissant que son mari avait protégé. Quelques mois plus tard, en avril 1988, l'expédition fut organisée. Sous la lune pâle de Fontenay en Parisie, une étrange équipe s'activa dans le silence des tombes. Il y avait là Michel Fourniret, sa compagne Monique Olivier, et la jeune Farida, pleine d'espoir pour l'avenir de son couple. Le métal de la pelle heurta enfin la caisse. L'or était là, brillant d'un éclat sinistre sous la lueur des lampes torchées. Michel Fourniret reçut sa part, 500 000 francs en pièces d'or, une fortune pour l'époque. Mais la noirceur de l'âme de Fourniret ne connaissait aucune limite. L'idée de partager une telle richesse lui était insupportable. Il commença à tisser une toile de mensonges, préparant le piège final. Quelques jours plus tard, sous le prétexte de déplacer à nouveau le trésor pour plus de sécurité, il entraîna Farida dans une dernière course. Ce fut le moment où la trahison devint mortelle. Farida Amish, la victime oubliée, disparut ce soir-là, emportée par la folie meurtrière d'un couple de prédateurs qui allait, grâce à cet or volé, s'acheter un château dans les Ardennes et financer une traînée de crimes innommables. Pendant 30 ans, Jean-Pierre Helgouarch vécut avec le poids de cette disparition. Il chercha la vérité, portant plainte, interrogeant les astres et les radiesthésistes, incapable de croire que l'homme qui l'avait aidé avait pu commettre l'irréparable. Ce n'est qu'en 2004, grâce au travail acharné de journalistes comme Patricia Touranchot et aux aveux tardifs de Monique Olivier, que le voile fut enfin levé sur cette tragédie. Aujourd'hui, le livre intitulé Le Magot rend hommage à cette femme, Farida, dont le seul crime fut d'avoir trop aimé et d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. C'est une histoire de rédemption par la vérité, un rappel que même dans les ténèbres les plus épaisses de l'histoire criminelle, la lumière finit toujours par percer pour rendre justice aux oubliés. Le récit se termine sur une note d'espoir, celle de la mémoire retrouvée et de la dignité rendue à une famille qui, pendant 3 décennies, n'a jamais cessé d'attendre.